Par contre, la prévention de la vitamine D, l'ensoleillement, c'est facile, c'est simple et c'est pas coûteux. Donc, vous imaginez, vous avez un nourrisson, donc en plein âge de croissance, vous l'exposez à soleil, vous lui donnez de la vitamine D et c'est bon. Vous êtes sûr qu'il n'aura pas ce rachitisme. Alors que, par exemple, si on prend cette période du Covid, le confinement depuis mars, donc pas mal d'enfants, de nourrissons, a été pri- euh, privé de l'ensoleillement. Donc, il y a un risque qu'on ait après, qu'on va apparaître ou là qu'on aura dans les diagnostics des rachitismes carentiels, par carence en vitamine D. Donc, étymologiquement, c'est le rachis, c'est maladie du poignet, il faut bien le connaître. Donc, il faut voir la physiopathe. Un petit rappel sur le métabolisme phosphocalcique, c'est essentiel. Donc, le métabolisme phosphocalcique, il implique trois hormones, deux qui sont déjà connues, la PTH, la vitamine D, et une nouvelle hormone depuis 2000, c'est le FGF23. Il y a une enzyme ou un cofacteur, c'est le cloto pour le FGF23. Il y a trois ions, le calcium, le phosphore, mais également le magnésium. Il y a trois effecteurs ou bien les organes cibles, là où agissent ces hormones, qui sont l'intestin, le rein et l'os. Bon, je vous ai mis cette pyramide, mais normalement, c'est la fin du métabolisme phosphocalcique. C'est la relation entre les trois hormones et les ions également. Donc, au sommet, vous voyez la 1,25 vitamine D. En rouge, c'est l'activation, c'est l'action stimulante. Et en gris, c'est l'effet inhibiteur. Donc, on laisse ça en dernier. On commence par la vitamine D. La vitamine D, donc, c'est l'ancienne hormone qui est connue. Elle existe sous deux formes. Une forme externe, végétale et médicamenteuse, c'est la D2, ergocalciferol. C'est ce qu'on donne par médicament ou on apporte par les aliments. Mais la D3, c'est la forme naturelle, c'est la forme humaine. Attendez, je reviens sur la vitamine D d'abord. La vitamine D, elle a un effet hypercalcémiant majeur. Elle stimule l'absorption intestinale digestive du patient et également du phosphore. Elle intervient dans la régulation de la PTH avec une action bivalente selon le taux. Si elle a taux normal, elle inhibe, mais à taux majeur, elle va stimuler la PTH. Elle agit également sur le gène de la PTH. Elle diminue sa transcription, mais elle augmente la transcription du récepteur du calcium. La vitamine D, l'alimentation, elle est faible. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'apporter sous forme de médicaments. Il faut supplémenter la vitamine D durant la vie. La source principale, donc, c'est une synthèse endogène au niveau de la peau à partir d'un précurseur lipidique, c'est le 7-déshydrocholestérol, qui va être transformé donc, en cholécalciférol sous l'action d'une enzyme hépatique, la 25-OH hydroxylase hépatique. Il va donner une forme de réserve, de stockage. Donc, le foie, c'est les réserves de la vitamine D. Et s'il y a une hépatopathie, donc c'est cholécalciférol, et puis elle va être transportée au niveau du rein. Et là, elle va subir deux sorts. Soit elle va être activée sous l'action d'une 1 alpha-hydroxylase pour donner le 1,25 cholécalciférol, c'est la forme active, toutes les actions de la vitamine D, ou bien une autre forme de réserve au niveau du rein qu'on appelle la 1,24-OH vitamine D3, qui peut, cette dernière, elle peut se transformer en 1,25-OH cholécalciférol. Donc, vous avez la peau, vous avez le foie, vous avez le rein. C'est le métabolisme de la vitamine D. S'il y a une affection cutanée, une atteinte d'émission sur la vitamine D, je cite par exemple les brûlures, les peaux par exemple pigmentées, il y a un problème de peau, une atteinte hépatique, toute hépatopathie et une atteinte rénale. Également, sans oublier le sang. Donc les flèches, c'est les transports au niveau du sang à cause des protéines transporteuses, des binding protéines. Hier, j'ai vu dans les questions du rachitisme pourquoi il y a une carence en vitamine D et tout, parce qu'il y a une fuite de la débinding protéine. C'est elle qui transporte la vitamine D. Et donc, s'il y a une fuite de cette protéine au niveau du rein, donc le métabolisme de la vitamine D va être ralenti et on aura une carence en vitamine D. Donc, d'autres rôles de la vitamine D, donc
Elle agit au niveau du rein, au niveau du tissu rénal. Donc, sans toucher au calcium, elle va réguler la prolifération mésangiale. Donc, il n'y aura pas une transformation, une restructuration, une fibrose. Elle va diminuer la fibrose interstitielle, la glomérulosclérose. Donc, elle agit sur la viabilité du rein. Le parenchyme rénal, il est sain. Donc, elle inhibe l'albuminurie, donc les fuites urinaires. Elle diminue la perte et l'hypertrophie podocytaire, qui les deux peuvent nous donner l'HSF, la hyalinose segmentaire rénale. Donc, s'il y a une hypovitaminose sévère et chronique, vous aurez une protéinurie, une HSF et une atteinte rénale. C'est un facteur anti-inflammatoire. Elle agit sur les facteurs d'inflammation, les facteurs de croissance, TGFB, elle l'inhibe, certains facteurs de transcription, le NF-κB, donc, qui a un rôle également dans le syndrome néphrotique. Donc, qui diminue les gènes des cytokines, les chymokines, les facteurs de croissance également. Elle a un effet cardiovasculaire, c'est à la mode surtout pour les insuffisants rénaux. Donc, la vitamine D va entraîner l'augmentation du calcium plasmatique, donc ça va aboutir aux calcifications et une rigidité vasculaire. Et donc, ça a un rôle après dans les IDM ou bien la mortalité cardiovasculaire. Elle a un effet antiprolifératif sur les cellules myocardiques. Elle régule le système rénine-angiotensine en inhibant la production d'arénine. Donc, elle a une hyporéninémie, donc chose qu'on cherche par les médicaments, par les IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc, tout déficit en vitamine D constitue un facteur de risque de mortalité cardiovasculaire. C'est pour ça qu'ils font en plus de la traiter. Ça, c'est pour les sujets adultes, beaucoup plus. Par exemple, qui ont des néphropathies, une insuffisance rénale. Donc, il faut toujours la surveiller et la supplémenter. Donc, ça rentre dans la prise en charge. La deuxième hormone, après la vitamine D, c'est la PTH. La PTH est une hormone synthétisée par la parathyroïde sous forme d'abord d'une pré-protohormone. C'est des peptides avec 84 acides aminés. Elle est sécrétée et est régulée par le calcium CR, plutôt, récepteur. Le stimulant essentiel de la sécrétion de la PTH, c'est l'hypocalcémie. Donc, si on a une hypocalcémie, il y a une stimulation, vous aurez une hyperparathyroïdie secondaire. Par contre, la 1,25, la vitamine D, comme on a vu tout à l'heure, elle a une action bivalente, ça dépend du taux. Elle inhibe la synthèse hypoparathyroïdienne, mais en cas d'excès, il y aura une hyperparathyroïdie. Deux sites d'action au niveau de l'os, où elle va stimuler la résorption osseuse pour libérer du calcium, c'est ça le but. Au niveau du rein également, elle stimule la réabsorption du calcium et l'excrétion du phosphore, et elle active la 1-alpha hydroxylase. Bon, ici, c'est de la répétition. Les actions de la PTH. Le tableau, c'est ça. En résumé, c'est une hormone hypercalcignante. Elle stimule la résorption osseuse, augmente la résorption rénale du calcium, inhibe la résorption tubulaire du phosphore. Donc, troisième hormone, ou la nouvelle hormone à la mode, c'est le FGF23. Donc, le FGF23, c'est une hormone sécrétée par l'os, essentiellement. Elle est découverte au début des années 2000. Elle est formée de 3 éléments, le facteur lui-même, son cofacteur et le récepteur. Son action, donc, elle agit sur le rein où il y a une inhibition de l'enzyme d'activation de la vitamine D, donc de la 1-alpha hydroxylase. Elle stimule, par contre, la forme de réserve de la vitamine D. Donc, c'est ça, le FGF23. Donc, on va inhiber la synthèse de la vitamine D active, mais favorise le stockage, bien la réserve de la vitamine D au niveau du rein. Au niveau de la parathyroïde, elle inhibe la PTH. Donc, elle inhibe, son effet, c'est l'hypocalcémie beaucoup plus. Et elle stimule toujours la 1-alpha hydroxydase. Au niveau de l'os, elle agit sur les cellules, la différenciation cellulaire, et elle a un effet positif in vivo, donc ça dépend, soit sur le corps ou bien en expérimental, c'est différent. Également, il y a d'autres organes cibles, mais toujours c'est à la recherche. Le plexus choroïde pour la synthèse du SCR au niveau des vaisseaux, au niveau des macrophages et
rôle dans l'immunité. Sur la deuxième, sur les autres hormones, vous pouvez les voir en rouge, c'est l'effet stimulant, et en gris, c'est l'effet inhibiteur. Donc, après la physiopathe, la pathogénie, donc on arrive. L'enfant, pourquoi il est susceptible à faire un rachitisme carentiel? D'abord, il y a des particularités selon l'âge. Le nourrisson, c'est un être en croissance. Donc, il y a une croissance énorme, une vélocité. Le poids, il va tripler à la première année. Et donc, il est très exposé à la carence en vitamine D. À la naissance, les réserves en vitamine D sont ceux de la mère, donc, qui se constituent essentiellement à la fin de la grossesse. Donc, si une grossesse elle est interrompue ou bien prématurée, un accouchement prématuré, ou s'il y a, les réserves sont divisées parce qu'il y a une grossesse gémellaire, donc le nouveau-né, il est né carencé en vitamine D. Et donc, normalement, devrait être supplémenté précocement, avant l'âge de la prise de la vitamine D, parce qu'il y a déjà, ces réserves de la base sont faibles. Le nourrisson, c'est-à-dire vu son âge, donc il est moins exposé au soleil, donc la synthèse endogène de la vitamine D ne se fait pas correctement. C'est pour ça qu'il est à risque de rachitisme carentiel. Le lait maternel, il est pauvre en vitamine D, il ne contient pas. Donc c'est pour ça qu'il faut apporter de la vitamine D par médicament, par voie exogène. Donc le faible ensoleillement et la croissance. Donc c'est ce qui explique la vulnérabilité du nourrisson, de l'enfant au bas âge à la carence en vitamine D. La carence en vitamine D va entraîner, qu'est-ce qu'elle va entraîner? Elle va entraîner une hypocalcémie. Et donc, le retentissement, ça va être osseux, mais également d'autres signes. Vous aurez une diminution de la minéralisation osseuse parce que l'action se fait au niveau des cartilages de conjugaison où se fait la croissance de l'os en largeur et en, en longueur. Donc, on aura cette cartilage de conjugaison qui n'est pas solide. Il n'y a pas de calcium, il n'y a pas de phosphore. Donc, il sera mou. Et vu la croissance du corps, donc, ça va progresser dans tous les sens. Ça va pas être harmonieux. Et vous aurez ces bosses élargissement et les bosses qu'on voit au niveau des épiphyses. Les corticales vont être amincies, vont être minces, très fragiles. On peut voir même des fractures, si on fait des radios, des fractures qui passent inaperçues à la radio. Il y aura une hyperparathyroïdie secondaire, donc l'hypocalcémie va stimuler la PTH qui va encore aggraver les lésions osseuses. Et il y aura un retentissement sur les muscles, donc une hypotonie et un retard dans les acquisitions motrices. C'est classique. Le diagnostic positif du rachitisme carentiel. Donc, il y a des signes communs, ce sont les signes de tout rachitisme, quelle que soit sa cause, mais également, vous aurez les signes de la carence en vitamine D. Pour les circonstances de découverte, quand est-ce qu'on pense à un rachitisme? Parfois, c'est découvert fortuitement. L'enfant, il est ramené pour une vaccination, par exemple, à 9 mois, bien à 12 mois, 11 mois. Et vous remarquez qu'il ne s'assoit pas, il y a un retard, il y a des déformations, des nouures et tout. Donc, c'est vous qui constatez ça. Parfois, c'est la maman qui rapporte cette notion de retard psychomoteur. Parfois, c'est une complication. L'hypocalcémie, elle peut donner une convulsion. Donc, il est ramené dans un tableau de convulsion, de laryngite, laryngospasme. Et parfois, c'est d'autres symptômes. Donc, parce qu'il a une carence en vitamine D et il a d'autres carences. Il est exposé à cette carence. Donc, c'est quand vous faites le bilan d'une carence, d'une malnutrition, et vous trouvez qu'il a également un rachitisme carentiel. Généralement, le diagnostic, il est fait précocement avant l'âge de 2 années. Parfois, malheureusement, c'est au-delà de 2 ans, avec des malformations, des déformations osseuses importantes. Les signes cliniques, quand vous faites l'examen d'un enfant avec rachitisme, donc il y a des signes osseux qui sont majeurs, qui sont au premier plan. Les caractéristiques de ces signes, quelle que soit leur gravité chez l'enfant, ils sont indolores. Mais plus l'enfant il est grand, donc plus il est grand, plus
on peut avoir la douleur comme pour l'ostéomalacie de l'adulte, elle est douloureuse. Au niveau du crâne, il y aura une déformation de forme. Donc, ce n'est pas l'aspect de la tête normale. Vous aurez un bombement frontal pour les formes évoluées. Le craniotabès, c'est une tête, ou bien c'est un crâne qui n'est pas dur, qui est ramolli, c'est-à-dire quand vous mettez votre doigt, vous sentez qu'il y a une pénétration. L'os, le crâne n'est pas dur. Au niveau occipital et pariétal, c'est comme si vous prenez dans votre main une balle de ping-pong. Donc, ça, c'est molle. Donc, il y a la trace de votre doigt, mais ça revient après. Mais n'a de valeur qu'après l'âge de 3 mois, c'est-à-dire avant 3 mois, c'est physiologique. Retard de fermeture de la fontanelle haute-ailleurs, donc c'est très important de palper les fontanelles chez l'enfant. D'autres déformations, aplatissement occipital, pariétal chez le nourrisson. Parfois, c'est le syndrome ou là, c'est le symptôme alarmant, cette déformation de la tête. Et bien sûr, sans oublier la macrocranie, le PC qui est augmenté par rapport à la gage. Le thorax, donc vous descendez, vous voyez déjà l'aspect, la forme, donc c'est en entonnoir, donc vous avez en haut c'est court, voilà, c'est court, mais la base elle est large. Donc élargissement de la base thoracique, asymétrie, le sternum qui fait protrusion et l'aspect en carène. En carène, c'est la bouteille d'eau, donc comme pour les péricardes. Vous voyez également qu'il y a des nouures, c'est le chapelet costal. Le chapelet costal, c'est l'articulation chondrocostale qui est déformée et qui, qu'on la voit. Donc, comme ça, c'est des successions de ces nodosités. Au niveau des membres, c'est la nomination, c'est les bourrelets, tuméfaction épiphysaire palpable, parfois visible, désolant, les extrémités désolantes, surtout au niveau des chevilles et poignets. Donc là, quand on voit le nourrisson, il faut toujours rechercher ces bourrelets, ces nouures. La déformation classique des membres lorsque la marche elle est acquise ou bien la station debout, c'est l'O ou l'aspect en cavalier, Y. Des fractures spontanées, indolores, donc vous voyez qu'il y a des fractures euh, qui sont indolores, donc qui passent inaperçues. Parfois, la découverte elle est purement radiologique. Le bassin, il est aplati dans le sens antéro-postérieur. Le rachis pour les stades évolués, la kyphose thoracique ou dorsale basse, scoliose également dans les formes négligées. Les dents également peuvent être attirer l'attention. Même avant la déformation du rachis et le bassin et tout, c'est la retard d'apparition des dents, leur développement anormal ou bien c'est des caries précoces. Donc, il faut faire attention des caries précoces, les caries pour les dents de lait chez les nourrissons. Pensez à un rachitisme carentiel, à une carence en vitamine D. Donc, premier signe, donc c'est les signes osseux. Deuxièmement, c'est les signes, le déficit musculo-ligamentaire. Donc, c'est au niveau des muscles, qui sont très fréquents. L'hypotonie de la sangle abdominale. Donc, vous avez un gros ventre saillant et avec souvent des hernies. Le poumon rachitique, donc une complication majeure. C'est celle qui peut engager le pronostic vital de ce rachitisme. Donc, vous avez des infections et avec des atélectasies. Et donc, ça va donner par la suite une fibrose pulmonaire. Et donc, il va mourir par hypoxie. Les signes de fibrose ou bien d'insuffisance respiratoire chronique. Retard des acquisitions motrices par rapport à l'âge. Les autres signes, donc, vous pouvez avoir, dans le cadre de la carence, donc d'autres carences, une pâleur avec une anémie périprive, un retard staturo-pondéral. Particularité de l'enfant, c'est une forme particulière, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Von Jacques-Lozette. C'est une forme pseudo-leucémique, donc attention, il ne faut pas se précipiter, mais il faut être vigilant. Donc vous avez un syndrome tumoral fait d'une splénomégalie énorme, une hépatomégalie, une anémie, hyperleucocytose, et quand vous faites la moelle, elle est une aplasie portant sur les globules délignés, mais avec un syndrome tumoral. Donc, ce n'est pas une aplasie. L'aplasie, c'est sans dans l'ordre. Donc, ceci a été expliqué par
récepteurs ou bien une action de la vitamine D au niveau de l'hémato. Pour les connaître, ils sont précoces avant les signes cliniques. C'est-à-dire que vous pouvez les voir, demander une radio, par exemple, du moignon chez un nourrisson. Normalement, elle devait la manie radiologique avant tout signe clinique. Le thorax, vous les voyez sous forme de traits, de fins traits, et vous allez voir l'aspect en bouchon de champagne. C'est la traduction radiologique de l'aspect du chapelet costal. Donc, c'est l'aspect en bouchon de champagne, c'est de champagne. Donc, vous avez un col qui est précis, mais la tête, le bouchon, il est très large. Les métaphyses, donc là où se fait la croissance de l'os, là où il y a le cartilage de conjugaison, c'est l'aspect flou, dentelé, grignoté, donc c'est pas un trait régulier, mais vous avez c'est comme un zigzag, frangé et perte de l'aspect rectiligne ou convexe de la base métaphysaire, qui devient concave avec des prolongements latéraux qu'on appelle les becs, ou bien en toit de pagode ou cupule. Le toit de pagode, c'est la maison chinoise. Donc, le toit de la maison chinoise avec ses prolongements latéraux. Je ne sais pas si j'ai des images. Normalement, c'est ici, oui. Donc, attendez. Je n'ai pas le truc ici. Donc, vous voyez l'épiphyse. Le genou, là, c'est un genou. Donc, le fémur en haut. Donc, vous voyez la terminaison. Déjà, la métaphyse qu'on la voit. Et les prolongements, c'est les becs. C'est ça, là, la maison chinoise. La première image à droite, également. Le poignet, c'est très clair. La cupule, elle est très claire. La métaphyse, on la voit. Et il y a également un retard d'apparition des noyaux d'ossification. L'épiphyse, enfin, c'est la... Professeur, on ne voit pas les images. Ah bon? Oui. Si. Ah non. On est sur autre signe, particularité de l'enfant, syndrome de Jean-Jacques. Voilà la diapo où il y a texte, mais pas la diapo où il y a image. Mais vous l'avez, non? Oui, mais sur vos téléphones, on ne la voit pas. Enfin, sur la téléconférence, on ne la voit pas. Moi, je l'ai. Alors, la je sais pas. Donc, vous pouvez reprendre les images après, des images claires. D'accord? Donc, c'est les images radiologiques pour créer l'aspect clair. D'accord? Le chapelet, la déminéralisation. Un petit problème de sang. On ne vous entend pas très bien. Je ne sais pas. Vous m'entendez pas du tout? Si, mais c'est pas net. La main belle. Moi, j'essaie de faire non? Peut-être que vous avez mis votre main sur les baffes du téléphone ou là sur le truc. Peut-être en manipulant. Attendez, donc vous avez des images. Donc vous allez voir après, vous voyez. Donc c'est classique, c'est des formations. On l'a fait attendez, je touche pas. Le téléphone, il est pas meilleur. Donc les signes biologiques. Hein? Les signes biologiques, vous les avez? Oui. Autre signe, particularité de l'enfant. On est sur particularité de l'enfant. La diapo qui montre la particularité de l'enfant. On est STPD là-bas. Essayez d'arrêter la présentation et de reprendre à zéro. Peut-être c'est un problème de... C'est un truc de PDF. Je travaille sur le PDF. Peut-être, je ne sais pas. Non, attendez. Donc, nous parlons des particularités. Qui fait des particularités de l'enfant? On y était. Les images. Non, vous m'excusez. Je pense que ce sera un bug. Peut-être. Parce que moi, j'ai passé par tout ça. Ah, c'est bon, on a vu tout ça, mais du moment où vous parliez d'images, nous, on ne voyait pas d'images. Ah, donc, vous étiez en train d'expliquer, mais oui, on a vu tout ça, Voilà, c'est juste le moment où vous expliquez les
images. particularités des images radiologiques, on ne voyait pas en même temps. Donc, c'est un Ah, peu d'accord, difficile c'est un pour nous de bug. suivre. C'est un bug, oui. C'est ça, donc on va Exactement. voir. Mhm. Les images, vous les voyez maintenant? Non, pas encore. D'accord. Donc, il y a un problème, fait un bug. Le contraste, je ne sais pas. C'est bizarre. L'essentiel, donc vous les voyez en fait. Les signes radiologiques, C'est bon, on y est. C'est bon, on y est. On les voit. Les images radiologiques. Est-ce possible d'accord. d'expliquer sur les images parce que comme on n'a pas fait de stage, on n'a jamais croisé les Bon, radiographies linéaires. si c'est la Graphistes. première radio, vous avez deux genoux et deux poignets. Au niveau du genou, vous voyez le fémur en haut, donc c'est le seul os. Vous voyez l'extrémité inférieure. La tête arrondie en bas, c'est le noyau, c'est la tête du fémur. Et entre la diaphyse et ce noyau, c'est la métaphyse. Donc vous voyez qu'il y a des traits, c'est flou, et il y a des prolongements. Donc la diaphyse, elle se prolonge en bas avec des becs. Et c'est ça ce qu'on appelle le toit de pagode. C'est comme une maison chinoise, le toit d'une maison chinoise. Le tibia en bas, également, vous voyez que l'extrémité, la métaphyse, vous voyez qu'elle est dense, mais elle est aussi, la vraie image, elle est très caractéristique. Elle est floue, cette ligne. Normalement, elle est rectiligne et on la voit bien. Là, elle est floue. Elle est condensée. Même en bas, le tibia en bas, on le voit également. Au niveau du poignet, c'est très net. Le radius ou le cubitus, vous avez cette cupule, l'extrémité le radius, c'est le cubitus, donc ce qui est le moins rétréci. Donc il y a elle est concave en bas. Le radius également, vous le voyez avec les becs. Et il y a un retard d'apparition des noyaux d'ossification. Et quand ils y sont, ce qu'on voit, les points, ils ne sont pas réguliers. Leur aspect n'est pas normal. Là, c'est très caractéristique. Vous parlez de l'image B à droite ou de l'image A à gauche? Non, non, attendez, j'ai dit que vous avez deux genoux, des os longs, c'est deux genoux. La A ou la B, vous avez deux genoux et deux poignets. Ok, d'accord. La A, ou là où c'est mentionné A, c'est un poignet. À côté, c'est un genou avec une jambe. Et en haut, c'est le fémur. C'est clair. Oui, c'est clair. D'accord, donc c'est des images répétées pour voir vraiment l'aspect, comment on voit. Là, c'est très caractéristique. Vous pouvez le voir. En bas, là, c'est également toujours des genoux. Vous avez euh, le C, par exemple, au niveau du C, regardez la déformation de l'os. Il est même déformé. Tout le genou vous paraît tuméfié. Un noyau d'ossification, le noyau épiphysaire du fémur, donc qui n'est pas normal, n'est pas rond, donc il n'est pas respecté. Et à gauche, plutôt à droite, donc de face, le genou de face, regardez, il y a des images de soustraction, vous pouvez dire. Donc, c'est l'apanage, ou bien ça traduit une carence en vitamine D, ou bien un rachitisme beaucoup plus. Ce n'est pas l'étiologie de la vitamine D. Là, le thorax, il n'est pas clair, donc la transparence, mais si vous regardez bien, vous voyez les côtes, l'arc antérieur, l'extrémité de l'arc antérieur, elle est tuméfiée. Vous avez, par exemple, à droite, 1, 2, 3, 4, 4 ou 5 côtes successives. Cette extrémité, elle est tuméfiée. C'est elle qui donne le chapelet costal cliniquement. Donc, le chapelet costal, c'est Sibha. Donc, tu vois, c'est de nosité successives. Si vous voyez les images d'un rachitisme une fois, ça y est, c'est bon, ça va rentrer dans la tête. Ça devrait faire partie normalement d'un programme de dépistage de la carence en vitamine D ou du rachitisme beaucoup plus. Un autre bilan pour apprécier l'atteinte osseuse, pour apprécier l'ostéopénie, pour apprécier la densité osseuse, quoi qu'il est cher, c'est l'absorptiométrie.
C'est un examen de choix, surtout au niveau de la colonne vertébrale, qui va montrer, donc il va mesurer la densité osseuse. Donc, il y a une normale ou bien basse. Ça dépend du stade du rachitisme précoce évolué. Parce qu'au début du rachitisme, il y a les autres mécanismes qui vont essayer de normaliser la calcémie. Donc, vous aurez une calcémie normale, puis une calcémie normale, après une calcémie basse, puis normale, et puis elle rebasse parce qu'il y a un effet rebond. Le phosphore est également variable. Phosphatase alcaline, par contre, qui fait partie du diagnostic du rachitisme carentiel, elle est toujours élevée. Si elle est normale, il faut éliminer le diagnostic. Elle peut même atteindre 20 fois la normale. La PTH, elle est toujours élevée dans le rachitisme carentiel. Il y a au niveau des urines une hypocalciurie parce qu'il n'y a pas d'absorption du calcium et hyperphosphaturie. Le TRP, le taux de réabsorption tubulaire du phosphate, il est diminué également parce qu'il y a une baisse de l'absorption du phosphore. À tous les stades, pour les rachitismes carentiels, la forme de réserve, donc à tous les stades, la 25 OHDD, elle est basse. Et la 1,25 OHD3, elle est variable. Donc, vous avez un problème de réserve qui est bas. Oui. Donc, pour la biologie, il y a la classification de Islam. Quoi? Normalement, il y avait un étudiant qui a activé sa caméra. D'accord. Donc, toujours en biologie, donc, il y a un tableau. Ce tableau, c'est ce qu'on appelle la classification de Fraser, parce qu'on a parlé des éléments qui sont variables. Le Fraser, il a essayé de faire une confrontation clinico-biologique et radiologique. Donc, les bilans qui sont variables en fonction du stade. Pour le stade 1, c'est le rachitisme précoce. C'est une clinique qui est discrète, donc vous pouvez ne rien avoir cliniquement. Et une radiologie est également discrète, une ostéopénie seulement. Mais biologiquement, à ce stade, donc il y a une hypocalcémie qui est franche, il y a un phosphore qui est normal, il y a la PTH normalement, elle est normale, et il y a les phosphatases alcalines qui sont élevées. Donc, comme j'ai dit, phosphatases alcalines, elles sont toujours élevées. Le deuxième stade, c'est un stade avancé, avec des signes cliniques. Donc, vous avez des signes cliniques qui sont nets, les nourrures, les retards stature pondérale, les déformations de l'os, du crâne, et la radio, elle est typique également, au niveau métaphysaire. Par contre, le calcium, il s'est normalisé à ce stade, le phosphore, il est bas. Le calcium s'est normalisé parce que la PTH, elle a réagi à l'hypocalcémie du premier stade. Donc, il y a une hyperparathyroïdie secondaire qui a normalisé la calcémie et les phosphatases alcalines toujours élevés. Le troisième stade, c'est le stade évolué. Vraiment, vous avez des signes cliniques, radiologiques, même des formations. C'est une hyper-PTH qui n'arrive pas, qui a été déplacée. Donc, malgré l'hyperparathyroïdie, le calcium, il n'y en a pas. Donc, vous aurez une hypocalcémie et une diminution du phosphore. Les signes osseux sont très importants, radiologiques, et les phosphatases très élevés. Donc, la classification de Fraser, donc ce qui est commun, c'est les phosphatases alcalines. L'hyperparathyroïdie ou bien la PTH, elle est variable selon le stade ainsi que le calcium. D'autres signes non osseux ou bien non calciques, le magnésium, il peut être diminué, une tendance à l'acidose hyperchlorémique par hyperparathyroïdie et l'anémie hypochrome hyposidérémique, surtout si vous avez d'autres carences. Le diagnostic, la confirmation de votre diagnostic, c'est le dosage hormonal, c'est la diminution de la forme de réserve, c'est la 25 OHD3 qui est basse. Mais ce bilan, bon, on peut s'en passer. Ça coûte cher. Si vous avez, par exemple, donc un bilan, un tableau de rachitisme clinique, radiologique, biologique, et vous avez la preuve qu'il n'y a pas de prise de vitamine D. Donc, vous êtes sûr que c'est un rachitisme par carence en vitamine D, vous allez mettre votre traitement, vous allez voir la réponse. S'il y a une réponse, correction du tableau après la prise de la vitamine D et du calcium,
Donc, vous allez dire que c'est un rachitisme carentiel, carence en vitamine D. Mais toujours la confirmation, c'est le dosage hormonal. Le diagnostic positif du rachitisme carentiel, donc, qui sera retenu devant une clinique parlante, une radiologie et une biologie, et la cause de la carence. La cause de la carence, soit ce sont des enfants à risque qui n'ont pas été supplémentés à temps, les prématurés, les petits poids de naissance, ou bien carrément absence de prise de vitamine D chez un enfant à terme ou eutrophique. Il n'a pas pris. Dans notre pays, c'est les âges clés, c'est le premier mois et le 6e mois de la vie. Ailleurs, dans les pays européens, c'est chaque 3 mois à la naissance et chaque 3 mois, il prend la vitamine D avec des reprises lors des saisons hivernales. Chaque année, ils doivent reprendre en moins de prises durant la saison froide. Le diagnostic différentiel. Donc, malgré que le tableau clinique, il est simple, la biologie, elle est simple, mais il y a également d'autres diagnostics qu'il ne faut pas oublier. Parfois, on se trompe du tableau clinique. Il ne s'agit pas de rachitisme. Quelles sont ces pathologies? On va les voir. Et parfois, dans d'autres situations, donc on a un tableau de rachitisme, l'enfant prend la vitamine D, mais il n'y a aucune réponse. Il ne répond pas, il y a une résistance. Donc, il ne s'agit pas d'une carence en vitamine D. Et c'est ça, les autres types de rachitisme. Donc, on commence par les non-rachitismes. Donc, ce sont des tableaux beaucoup plus radiologiques. Donc, vous avez l'hyperparathyroïdie primitif, soit il y a un adénome, une tumeur, et là, vous avez un tableau osseux important, une ostéolyse importante, hypercalcémie, hypercalciurie, une polyurie, polydipsie, des convulsions, même des décès par la suite. Ostéogenèse imparfaite, c'est une anomalie du cartilage. Donc, il y a des déformations osseuses et à la radio, c'est beaucoup plus le cartilage. Les chondrodysplasies métaphysaires, la même chose, c'est une anomalie génétique au niveau des métaphyses. Vous avez des nanismes, par exemple, des nanismes disharmonieux. Et vous avez le scorbut. Scorbut, c'est une carence en vitamine C. Elle ressemble cliniquement, radiologiquement à la carence en vitamine D. Donc, c'est le même tableau, sauf que votre casémie, phosphatase alcaline, ils sont normaux. Surtout la phosphatase alcaline. Donc, essayez de la faire dès le début. Elle est normale. Quand vous mettez la vitamine C, il y a une disparition, régression de tous les symptômes, de tous les signes. Vous avez quelques mots sur ça. Pour les autres rachitismes, donc, ce sont les rachitismes non carentiels. Les troubles de l'absorption de la vitamine D associés au défaut d'ensoleillement. Il y a une malabsorption digestive, par exemple, il y a une maladie cœliaque. Il y a une hépatopathie. Il y a une résection étendue du grêle. L'enfant, il a fait une occlusion intestinale, il y a une invagination, il y a une partie du grêle qui a été réséquée. Donc, il y a un défaut d'absorption du calcium beaucoup plus. Et il y a une hépatopathie chronique. L'enfant, il est cirrhotique, il a une HTP, il a un problème de cholestase. Donc, là, le foie, il intervient dans le métabolisme de la vitamine D. Donc, vous aurez un problème au niveau du métabolisme, de la synthèse de la vitamine D. Il n'y a pas une carence en vitamine D. Et là, si vous avez ce terrain, il ne faut pas penser à la carence en vitamine D. Mais le problème, c'est le métabolisme de la vitamine D. Les rachitismes par anomalie du métabolisme également, c'est un problème de récepteurs et d'enzymes. C'est au niveau du rein et au niveau des récepteurs. Au niveau du rein, c'est la 1-alpha-hydroxylase. Il y a un déficit, ou bien c'est le déficit génétique ici. Comment on fait le diagnostic? Donc, vous avez un tableau de rachitisme clinique, biologique, radiologique. Vous donnez le traitement. Là, quand vous donnez le traitement sous forme de vitamine D3, il n'y a pas de réponse. Il n'y a aucune correction de ce rachitisme. Biologiquement, la calcémie ne se normalise pas, les phosphatases alcalines sont toujours élevées. Vous pensez à ce déficit. Qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous dosez, normalement, on dose la forme active de la vitamine D3, c'est-à-dire le 1,25 OH-D3. Si le 1,25 OH-D3, il est bas, alors que vous avez donné la vitamine D, c'est-à-dire que le problème, il est enzymatique. C'est l'enzyme qui catalyse l'activation. Et là,
vous donnez la forme active de la vitamine D. C'est le 1-alpha, il est commercialisé sous forme de comprimé ou sous forme orale, sirop. Et tout se corrige. Si au moment où vous avez fait le traitement, c'est-à-dire vous utilisez un problème de la 1-alpha-hydroxylase, le récepteur de la vitamine, le VDR, et le rachidisme hypophosphatémique. Donc, vous avez toujours la calcimie, la phosphatémie, les phosphatases, la parathormone, la forme de réserve et la forme active de la vitamine D. Vous pouvez le lire. Le traitement. Le traitement, bon, il y a le traitement curatif, il y a le traitement préventif. Le traitement curatif, pour le rachitisme carentien, il est simple. C'est le calcium et la vitamine D. Le calcium, on l'appelle la calcithérapie. Donc, le calcium, il existe sous forme de perfusion pour les cas sévères qui nécessitent, pour les hypocalcémies sévères qui nécessitent des perfusions de calcium. Le sirop, pour complément, il faut connaître les doses. Donc, comment on fait si l'hypocalcémie, elle est symptomatique? C'est-à-dire, il y a des convulsions, il faut donner par voie parentérale et puis essayer de donner une dose de fond pour normaliser et maintenir pendant 10 jours à un mois. C'est ça le calcium. La vitamine D, ça dépend de ce que vous avez. Soit une dose journalière, soit une dose de charge. Dans notre pays, bon, maintenant un peu, et c'est disponible un peu les formes journalières, mais auparavant, on n'avait que la forme dose de charge qui contient, c'est une ampoule avec 200 000 unités. Soit vous donnez une seule ampoule, une dose de charge, ou bien vous donnez un traitement quotidien pendant un mois, 2000 à 5000 unités par jour de vitamine D. Attention, quand vous voyez la vitamine D, la goutte, elle contient 400 ou 500. Donc, il faut bien lire pour donner le nombre de gouttes correct. Parce qu'il ne faut pas donner, faut pas dépasser la dose max. Sinon, vous allez être en situation d'hypervitaminose et qui est néfaste pour le corps également. Donc, calcium et vitamine D, une seule prise ou bien une dose journalière pendant jusqu'à un mois. Il faut bien surveiller parce que pour confirmer votre diagnostic, la calcémie après la calcithérapie va se normaliser normalement au 5e jour du traitement. Le phosphore et la PTH, donc un peu plus tard, 2e semaine, jusqu'à 10 jours à 15 jours où elle se normalise. Par contre, les phosphatases alcalines, elles mettent plusieurs semaines pour se normaliser. Et leur normalisation, donc un retour à la normale des phosphatases alcalines, signe la guérison. Donc, comme ça, donc, on est sûr de notre traitement, de notre efficacité. Après 3 semaines, 4 semaines, vous êtes sûr. Si après 3 semaines, 4 semaines, vous n'avez pas une normalisation de ces anomalies, donc soit vous vous êtes trompé sur le diagnostic, soit le traitement n'est pas pris correctement, soit il y a une autre pathologie associée qui fait que le traitement n'agit pas rapidement. Au niveau de la radio également, le début de la correction va apparaître. C'est au niveau de la région métaphysaire. Donc, il y a des calcifications qui vont apparaître, des points de calcification qui vont s'allonger en longueur et en largeur donc, pour recalcifier cette zone qui était moue avant. Donc, généralement, c'est après la 3e semaine, 21 jours, 25 jours, où vous commencez à avoir ce liseré. Les déformations mettent plus de temps pour disparaître au-delà de 2 ans. Et si elles sont avancées, elles nécessitent un traitement chirurgical. Là, c'est le liseré. Le petit D, vous avez avant le traitement. Donc, la métaphyse, elle est frangée. Par contre, le grand D, c'est une correction de ces atteintes osseuses. Donc, il y a un liseré qui est fin, régularisé, qu'on voit. Le traitement préventif, qui est simple, possible et qui n'est pas coûteux, c'est il faut prévenir ou bien traiter les terrains à risque pour les femmes enceintes. Donc, il faut essayer de mener les grossesses à terme. Donc, le rôle des gynécologues et la supplémentation au cours du 3e trimestre, 7e mois de grossesse, par la vitamine D. L'enfant, c'est dès la naissance, après la naissance, au 1er mois, et 6e mois, selon le schéma vaccinal national. Donc, la prise de la vitamine D après la naissance, ça dépend des pays. Pour notre pays, il y a eu des travaux qui ont dit que 2 prises de vitamine D durant la première année, c'est suffisant pour prévenir
La carence en vitamine D, parce que notre pays, il est ensoleillé, donc on a le soleil combien de jours? 300 jours ou plus par année. Donc, c'est suffisant pour la synthèse endogène de la vitamine D. Dans les pays européens ou le pôle Nord et tout, donc la vitamine D, c'est chaque 3 mois durant la première année de vie. Et après, chez chaque hiver et printemps, il se donne de la vitamine D, même pour le sujet adulte. Favoriser l'exposition au soleil en moins pendant 10 minutes pour les nourrissons dévêtus avec tête protégée. Donc, il faut faire, même durant l'hiver, au niveau de la fenêtre, par exemple, surtout dévêtir les membres inférieurs, supérieurs, et exposer cet enfant se nourrissant au soleil. Supplémentation systématique des prématurés et des petits pois de naissance dès la première semaine de vie. Donc, il ne faut pas attendre un mois parce qu'il peut faire des rachitismes précoces. Mais là, sous forme de dose journalière. Ce n'est pas la dose de charge, c'est l'HPV, c'est le multivitamine, 10 gouttes par jour, jusqu'à une année. Donc, c'est ça pour éviter ces rachitismes des prématurés et des petits pois de naissance. Là, vous avez un algorithme décisionnel, signe clinique du rachitisme, premier bilan, calcium, phosphore, phosphatase alcaline. Une calcémie normale, phosphore normal n'élimine pas, mais c'est surtout les phosphatases alcalines. Une hyperphosphatase alcaline, pensez à un rachitisme. Explorer la calcémie et la vitamine D, c'est la première. Rechercher par l'anamnèse une situation en carence en vitamine D. Et s'il n'y a pas de notion de carence, c'est beaucoup plus les rachitismes héréditaires ou les autres, les tubulopathies hypophosphatémiques. Et c'est tout. Vous avez des questions? Oui, il y a des questions. Je les lis. Oui, oui. Bien. Alors, la première question, c'était dans le mécanisme d'action du facteur 23 de croissance de fibroblastes. Il agit contre ou là, sur le tubule proximal en Oui. inhibant le MPT. Qu'est-ce que le MPT? Vraiment, vous voyez les détails. D'accord, attendez, je reviens. D'accord. C'est de Allez, inhibition de MPT. Oui, c'est exact. Inhibition de MPT. Là, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. MPT, je ne sais pas. Je revois sur mon diapo. Parce que j'ai mis. Parce que dans le polycap, je vous ai épargné ça. Donc, il y a beaucoup de détails sur le FGF. Normalement, c'est je pense qu'il y a une erreur ici. Il y a peut-être un peu. C'est une erreur de frappe. D'accord? Pardon? C'est une erreur de frappe. D'accord? D'accord? Mhm. D'accord. Normalement, c'est la PTH. D'accord? Donc, elle inhibe l'action de la D'accord. PTH.
D'accord? Parce que là, je l'ai fait et mes D'accord. rendeurs là. D'accord. Là, je l'ai fait et mes rendeurs là. Je l'ai pas revu après. Ok. Donc, vous dites La inhibition de question l'action. qui suit, c'était Oui. la 1-alpha-hydroxylase au niveau de la parathyroïde et il y aura une inhibition de ce dernier au niveau du rein, hein. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des récepteurs à la fois au niveau. Chaque hormone a des récepteurs au niveau des organes cibles. Et l'action, elle est différente selon l'organe. Pardon, professeur, on vous entend pas bien. Je vous ai dit, chaque hormone, elle a des récepteurs au niveau des organes. Donc, l'os, la peau, l'intestin, la parathyroïde. L'action à l'hydroxylase, c'est une enzyme qui est sécrétée par le rein. Mais elle agit également au niveau de la parathyroïde. C'est là où se fait la synthèse de la PTH. La PTH, elle est hypercalcémiante. Donc, l'action, elle est bivalente en fonction des organes et les récepteurs. Et la 24 hydroxylase au niveau du tube proximal, c'est la forme de réserve, plutôt c'est l'enzyme qui favorise la forme de réserve de la vitamine D. Donc, elle inhibe la synthèse de la vitamine D active. Il inhibe la synthèse de la vitamine D active, mais il stimule l'action de la 1-hydroxylase qui agit sur la synthèse active de la vitamine D. Oui. D'accord, ok. Il y avait d'ailleurs deux autres questions dans Donc, le ce qu'il même faut thème. retenir, C'était, ce qu'il faut retenir ici, que ces hormones, ce n'est pas une action fixe, ce n'est pas un organe, ça dépend de l'organe, de la situation, ça dépend des récepteurs. Et donc là, si vous revenez à la pyramide, vous essayez d'expliquer, c'est une synthèse de ça. Comment ils se travaillent mutuellement. Il y a une relation entre les trois hormones, mais ça dépend des organes. Si elle active au niveau de l'intestin, elle va inhiber au niveau de l'os. Elle va activer au niveau de la parathyroïde. D'accord? Oui. d'accord. Ok, parce qu'il y avait deux autres questions dans le même thème. Normalement, c'est clair. J'ai pas bien saisi le mécanisme d'action de la FGF. Et est-ce que la Non, mais FGF c'est inhibe et très stimule la complexe. PTH en même temps? Je voulais que vous soyez à jour. C'est une Mhm. pensée ailleurs. D'accord? Donc, il ne faut pas se contenter du question, mais la vitamine D. Il faut avoir que les dernières notions, c'est le FGF 23. C'est ça. La vie maintenant, c'est le pronostic, c'est le cardiovasculaire, c'est le FGF 23. Donc, ce n'est pas les classiques vitamine D et la PTH. Donc, il y a ce FGF23, c'est trop complexe. Donc, mais généralement, globalement, c'est ça. Mais c'est variable d'un organe à un autre, d'une situation à une autre. En cas d'insuffisance rénale, le mécanisme va totalement changer. Oui, D'accord. Pouvez-vous nous expliquer la physiopathologie de la phosphatase alcaline? voilà. C'est pas le cours, c'est pas l'objectif c'est pas l'objectif du cours, je regrette. Les phosphatases alcalines sont d'origine musculaire, sont d'origine hépatique. Vous savez, l'origine des phosphatases alcalines, c'est pour ça, dans les hépatopathies dans il y a une cytologie hépatique, les affections musculaires également et osseuses. Donc, il y a une défaillance de la vitamine D, donc il y aura une participation musculaire et il y aura cette hyperphosphatase alcaline. Elle va essayer de normaliser la calcémie. C'est pour ça qu'il y a toujours une hyperphosphatase alcaline. Oui, Ok. Est-ce qu'on peut confirmer le diagnostic par les tests thérapeutiques? j'ai dit tout à l'heure que le bilan hormonal n'est pas obligatoire. Donc, si je suis dans une situation, par exemple, je suis devant un nourrisson qui est né prématurément, ou bien qui est né avec un petit poids de naissance, il y a eu une grossesse gémellaire, et il est né avec 2 kilos, 2 kilos et demi, qui n'a pas été supplémenté au 7e jour de la vie, et il présente un tableau clinique du rachitisme. Je fais mon bilan, je trouve beaucoup plus d'hyperphosphatase alcaline, je m'en fiche de la calcémie parce que ça dépend de la situation. Là, et j'ai la radio qui est typique, caractéristique, je fais le test thérapeutique. Je donne la vitamine D et je donne du calcium. Et vous avez la chronologie de la réponse. J'attends, généralement on attend 3 semaines pour voir les radios, beaucoup plus. Si au bout de 3 semaines, la radio ne commence pas à répondre, il n'y a pas le lysergique qui apparaît, là je doute le diagnostic et je demande un bilan hormonal.
dans les pays où le dosage de la vitamine D ne coûte pas, c'est pas coûteux, parce que faire le dosage dans notre pays ici, c'est 300 000 et 3 000 dinars. Donc ça coûte un peu, alors que le traitement de l'ampoule est 12 000. La vitamine D, elle fait 120 dinars. Et un flacon de calcium, 200 dinars. Donc ça coûte pas. Donc commencez toujours par le test thérapeutique. S'il y a une résistance, il faut penser à une autre pathologie, les autres types de rachitisme. D'accord? Oui? D'accord, ok. Oui? La question suivante était, est-ce que l'enfant peut guérir son traitement après 2 ans? Non, 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 non. Il n'y a pas de guérison spontanée. Non. Quand il y a une carence en vitamine D, il faut la corriger. Vous avez les signes osseux, ils vont s'aggraver. Il faut la corriger. Et vous aurez les autres types, les rachitismes avancés, vous avez le poumon rachitique. Donc, si vous ne corrigez pas, vous aurez ce poumon rachitique, les formations osseuses et le poumon rachitique, retard staturo-pondéral, le syndrome de von Jacques-Louzet. Donc, il n'y a pas de réponse, pas de rémission spontanée. Il faut la corriger, là. Il faut donner de la vitamine D. Oui? D'accord, ok. Quel est le temps idéal d'ensoleillement? Matin, soir ou quand? Normalement, c'est au milieu de la journée, entre midi. Mais le temps suffisant chaque jour, c'est 10 minutes. Bien sûr, il faut éviter les coups de soleil. Votre nourrisson, il faut le protéger. La tête, toujours, c'est surtout la tête, il faut la protéger. Le mettre à côté de la fenêtre, là où vous avez du soleil. Donc, le soleil du midi, il est bien pour la synthèse de la vitamine D. Au niveau des jambes, par exemple, seulement les jambes et les bras, les avant-bras, beaucoup plus. Donc, cette exposition de ces quatre membres, elle est suffisante pendant 10 minutes de favoriser la synthèse de la vitamine D. Bien sûr, pour les enfants pigmentés à peau noire, il faut un ton plus important. Donc, les sujets avec hypopigmentés, il faut heureusement qu'ils ont du soleil. Les sujets noirs, c'est des pays avec des chaleurs et tout, donc il y a beaucoup de soleil tout le temps. Ils sont dévêtus, donc ils font moins de rachitisme. Dans notre pays, ou bien les pays musulmans, par exemple, pour les filles maintenant, avec les foulards qui portent le hijab, donc elles font beaucoup, donc elles sont presque tous carencées en vitamine D, parce qu'il n'y a pas de synthèse endogène de la vitamine D. Il y a seulement le visage qui est exposé. Et là, la synthèse au niveau du visage, elle est faible. D'accord? Donc, les filles, je vous conseille de prendre de la vitamine D annuellement pendant les saisons froides. Oui? On a même développé une allergie au soleil, un Bon, érythème et tout. ouais, c'est l'effet du soleil. Mais non, il faut se Mhm. méfier. Les écrans, c'est beaucoup plus les UV, l'ultraviolet. Mais il faut prendre de la vitamine D. C'est une hormone, bien c'est une vitamine à la mode. Elle agit même sur le bien-être, l'humeur de la sujet, le bien-être moral. Si vous êtes asthénique, vous avez de l'asthénie, ou vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, prenez de la vitamine D, bien sûr, une dose, par exemple, une dose chaque 6 mois, prenez une dose de vitamine D. Oui, Ok. Dans le même thème, il y avait une question qui demandait est-ce que la durée d'exposition au soleil est la même pour un enfant avec une peau claire que celui avec une peau foncée? non, j'ai dit que non. La peau claire, il y a une synthèse rapide. La mélanine, elle inhibe pour la peau noire, elle ralentit la synthèse de la vitamine D. Et j'ai dit que heureusement, les sujets noirs, les sujets avec peau noire, c'est dans les pays ensoleillés, beaucoup plus, on les trouve. Donc, ils ne sont pas exposés vraiment, et ils sont tout le temps dévêtus. Tellement il fait chaud, donc la synthèse, alors ils sont dévêtus et leur synthèse se fait correctement. Donc la durée d'ensoleillement dépend du type de la peau, devant des dermopathies. S'il y a une atteinte cutanée, une affection dermatologique, il faut penser à ça également. Il faut penser à supplémenter ces sujets en vitamine D. Oui, Très bien. Est-ce qu'une insuffisance rénale peut nous donner un rachitisme? oui, elle donne. Parce que j'ai dit tout à l'heure que le rein, c'est la 1-alpha, l'activation de la 1-alpha hydroxylase. C'est là où se fait cette activation.
Donc, un rein qui est malade, tout rein qui est malade, une tubulopathie, j'ai mis les causes des autres rachitismes, type de rachitisme. On peut dire que c'est les rachitismes d'origine rénale. Et dans la prise en charge des néphropathies ou bien des atteintes, toujours on supplémente avec la forme active de la vitamine D en plus. On ne donne pas seulement la D3, mais le 1-alpha, c'est la forme active de la vitamine D3. Oui. Ok. Est-ce qu'on peut donner la vitamine K2 plus vitamine D qui favorise la fixation du calcium au niveau osseux? Ou bien il est non commercialisé chez nous? Je vois, j'ai pas compris. La vitamine A, Je sais pas. Il y avait écrit vitamine K2 plus vitamine D. Cynthia Kodo. je ne sais pas. Si j'ai pas Non, bien non, interprété ta question, s'il te plaît, essaie de la poser toi-même. j'ai pas compris. Non, Anna, le complexe, c'est multivitamine. HPV, vous avez beaucoup de vitamines. Il y avait la vitamine E, la vitamine K, la vitamine C, la vitamine D. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on a. Mais maintenant, j'ai une forme de bivalente comme ça, K et D. Vous avez soit la D unique, soit c'est la forme journalière, il y a la forme hebdomadaire, il y a la forme chaque mensuel. Il y a plusieurs formes maintenant, mais c'est la vitamine D uniquement. Les autres vitamines, vous avez la vitamine C, elle est commercialisée, la E, les D, complexe de B, mais la forme multivitaminique, la seule qu'on a, c'est l'HPV. Multivitamine, polyvite, polyvite. C'est ça, c'est ce que vous prenez. Quand on est surmené, on les prend. Elle avait même posé une deuxième question que je n'ai pas comprise. Je désigne pourquoi il est élevé. S'il te plaît, Cynthia, essaye de poser ta question toi-même parce que ما اسمحي لي ما فهمتش. Ouais, attendez, je reviens de la question. Est-ce que je vois les questions normalement? Vitamine D qu'on doit prendre chaque Oui, 6 oui, mois. vous pouvez voir. Oui, le conseil, j'entends la réponse. Vitamine D qu'on doit prendre chaque 6 mois. Non, dans les doses, la saison hivernale, j'ai parlé. Maintenant, les filles, avec le voile, avec le hijab, la synthèse endogène de la vitamine D, elle est ralentie, très ralentie, parce que vous n'avez que le visage qui est exposé. Il n'y a pas de sortie dans la nature, donc on doit être supplémenté par la vitamine D. L'hiver, il faut prendre de la vitamine D. L'hiver et le début du printemps. Il faut prendre de la vitamine D. Et vous voyez, dans la pandémie actuelle, les sujets carencés en vitamine D ont des formes graves. Donc, il y a une c'est-à-dire avec la coagulation ou avec le poumon. Donc, elle fait partie du traitement, le Covid, les affections à Covid actuellement. Donc, l'enfant, le sujet adulte, il est supplémentaire en vitamine D. K2, c'est une. Attendez. Concernant la phosphatase, quelle est la dose? La médicament doit prendre chaque 6 mois, j'ai mal. Quelle est la dose de quoi? Je ne sais pas, les K2, c'est une vitamine qui est prouvée, qui augmente. Je ne connais pas cette K2. La dose, je désigne pourquoi il est élevé. C'est quoi cette K2? Cette Shinchia Kodo? Moi, je ne connais pas. D'accord? Les dames de la prise de poste, un traitement, non? C'est bon? Je pensais ça, la totale des questions. Pour le K2, je n'ai pas compris. Je sais pas. La vitamine K2, je ne sais pas. La vitamine K, on connaît la vitamine K, mais pas la vitamine K2. D'accord? K2, je connais pas. On connaît la vitamine K, mais on n'a pas l'association vitamine K, vitamine D. On a le complexe multivitaminique uniquement. Et ça ne traite pas les carences en vitamine K, comme pour la maladie hémorragique du nouveau-né. Non. Si vous avez une carence en vitamine K, il faut prendre uniquement la vitamine K, parfois orale ou parfois injectable. Par exemple, les hépatopathies, syndrome de cholestase, quand il est corrigé, parce que la vitamine K, elle est synthétisée par le foie. Donc, il faut vraiment la donner en dose, en injectable ou injectable beaucoup plus.
Oui, Normalement, c'est tout pour les questions. Ça d'accord. sera tout, donc. On enchaîne avec le deuxième cours, hein. Attendez, quelle heure? 11 heures. 5 10h52. minutes. Mhm. Je bois un peu d'eau. Très bien, on fait une pause de 10 minutes ou on reprend à 11h. D'accord. Ok, à plus.